Pouf, pouf. Ah, ça marche. Bon. Marine, veux-tu m'épouser? Non, je rigole. Est-ce on y va, on attaque, je sais pas? Si tu me donnes le top, on peut? Top. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Cauchois. Je fais partie de l'équipe qui est en charge des relations avec les développeurs d'une manière générale chez Microsoft France, donc l'équipe qui est un peu derrière les Tech Days, les conférences que vous pouvez avoir dans les écoles, etc. Je suis censé vous présenter le développement Windows Phone et c'est ce que je vais faire pendant une bonne partie de la présentation. J'ai pris un risque, ceci étant dit, hier soir à 19h. Je me suis dit, je peux avoir une soirée tranquille ou alors je peux refaire complètement la conférence pour demain matin. Et j'ai choisi l'option 2 pour essayer d'étudier vraiment le cas d'usage de qu'est-ce que c'est le développement mobile et de comment ça pourrait vous servir. Alors, j'ai pas l'intention de vous expliquer comment faire votre job, loin de moi cette idée. Je serais bien mal en point de le faire. En revanche, j'ai quand même été à l'école, j'ai quand même suivi des cours d'info. Il y a quand même certains trucs dont j'ai souffert. Et un tas de trucs que j'ai découverts depuis 6-7 ans que je fais du développement mobile dans le milieu professionnel. Et notamment, j'ai découvert que, contrairement à ce qu'on pouvait croire en sortant des études, on arrive réellement à appliquer dans la vie ce qu'on y apprend. Donc, on va parler de pourquoi est-ce que le développement mobile est une manière sympa d'apprendre le développement. Pourquoi est-ce que ça peut être un peu plus sympa que en ligne de commande ou avec des outils purement scolaires type BlueJ. Il y en a. Moi, j'imagine que vous enseignez pas mal de Java. Qui fait du Java en cours? Ouais. Parmi les gens qui font du Java, qui utilise BlueJ? Ok, on va en parler. J'en ai fait aussi. On va évidemment avoir une grosse partie démo quand même pour vous montrer les outils, tout ça, et que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et puis bah, le but, c'est quand même qu'à la fin, on en discute et qu'on voit bah, si ça peut marcher, ce que vous en pensez, tout ça. Je suis parti un peu loin, particulièrement quand on a 23 heures encore sur les slides. Vous savez, on a des éclairs qui ne sont pas forcément des éclairs de génie. Donc on va bien voir. Donc voilà. Donc quand j'ai commencé à préparer, je me suis intéressé à qu'est-ce que vous faisiez. Parce que pour être honnête, je ne savais pas trop bien. Informatique de gestion, je voyais à peu près. Il paraît que ça a changé. Maintenant, ça s'appelle SEO. Et donc j'ai regardé, il paraît qu'il y a deux... Corrigez-moi si je me trompe, hein, il faut que... J'ai cru comprendre qu'il y avait deux spécialités. Une spécialité qui était plus infra, une spécialité qui était plus dev. Et donc je suis parti du principe que les gens qu'on allait avoir dans la salle allaient plus être des gens qui s'occupent de la partie dev, vu qu'il y a une session infra en parallèle. Jusqu'ici ça va? Ok, cool. Et donc le titre de la spécialité, encore une fois, dites-moi, mais si c'est pas ça, mais sur bts-seo.info, on trouve SLAM, solutions logicielles et applications métiers. Ok, cool. Et donc, bah voilà, c'est application métier, comment dire, c'est quoi l'intérêt du mobile dans les applications métiers? On a plutôt tendance à imaginer les grosses applications de gestion qu'il peut y avoir en back-end dans les applications, dans les entreprises, pour aller gérer les stocks, pour aller gérer, je sais pas moi, la CRM, etc. Ou les workflows qu'on peut avoir dans l'entreprise dépendant de sa mission. Donc du coup, le mobile, c'est assez. L'intérêt du mobile paraît pas forcément, il est pas forcément hyper percutant. Et en fait, ben, je me suis dit, première chose, parce que je suis quand même un peu là pour vous fourguer le développement mobile. Hein, je me suis dit, quel est le parallèle qu'on peut faire entre les technos mobiles et les technos desktop? Et la vérité, c'est que dans un certain nombre de stacks mobiles, moi je vais vous parler de la stack Microsoft, hein, évidemment. Mais c'est vrai pour d'autres piles applicatives mobiles. On n'est vraiment pas loin des technos desktop. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de la partie Microsoft. On utilise les mêmes outils pour développer sur Windows Phone que pour développer sur desktop en WPF, que pour développer des applications métro dans le futur Windows 8, que pour développer du back-end, que ce soit de la SPNet, etc. On va utiliser les mêmes design patterns la plupart du temps.
On va utiliser les mêmes langages de développement. Par exemple, le développement Windows Phone, ça va se faire en C# ou en VB.NET, qui sont quand même les deux langages stars du framework .NET. Et d'ailleurs, on va aller jusqu'à utiliser les mêmes déclinaisons des frameworks, notamment .NET, et des versions communes, ce qu'on va appeler la Portable Library, qui sont des versions communes du framework qui sont transverses à toutes les déclinaisons qu'on peut avoir, comme Silverlight, WPF, le framework .NET complet, le framework .NET qu'on va trouver sur les serveurs, et ainsi de suite. Donc finalement, les technos, c'est globalement, sensiblement les mêmes. Ensuite, on se dit, le mobile, on a tous en tête l'iPhone et Angry Birds. Vous allez avoir du mal à faire coller Angry Birds dans un enseignement sur des applications métiers. Angry Birds, c'est un jeu où on prend des petits oiseaux et on va tuer des cochons avec. Ouais. pour faire le pitch rapidement. Ou d'une manière générale, n'importe quel jeu ou n'importe quelle petite application iPhone, on se dit c'est pas forcément aussi compliqué qu'une application métier. Et en fait, pour en avoir fait quelques-unes, à la fois dans le grand public et dans le métier, si. Parce que quand on veut livrer une application mobile, quand on s'appelle par exemple, Deezer, le service de musique en ligne, ou je sais pas moi, ou la RATP. Quand on veut livrer une application aux usagers de la RATP pour qu'ils puissent se repérer dans, par exemple, le métro parisien, mine de rien, on est obligé d'être propre comme dans une application métier. On va être obligé d'avoir en tête des problématiques de cross-platform, d'évolutivité du code qu'on fait. On va être obligé à un moment, si on veut pouvoir réutiliser du code à travers les plateformes, de développer des couches d'abstraction par rapport au matériel. On va faire des tests. Donc finalement, on retrouve quand même les mêmes problématiques et le métier de développeur d'applications grand public n'est pas si différent du métier de développeur d'applications métier. Et le dernier point, c'est que finalement, toutes les applications métiers que j'ai fait ces derniers temps ou auxquelles j'ai pu assister au développement du projet, etc., c'était des applications mobiles. C'est-à-dire que vous allez chez EDF, il y a des applications mobiles pour les relevés de compteurs. Vous allez à la Poste, il y a des applications mobiles pour la distribution du courrier, donc pour les facteurs. Vous allez à la RATP, il y a des applications mobiles pour les contrôleurs et pour les conducteurs de train. Vous allez chez des assureurs, vous avez une application mobile pour faire de l'expertise d'un véhicule, par exemple, d'un véhicule qui a été impliqué dans un crash. Vous allez chez Aéroports de Paris, et tout ça c'est des exemples de la vraie vie, hein. C'est pas des trucs que j'invente, c'est des applications qu'on a fait sur les 2 dernières années. Vous allez chez Aéroports de Paris, les techniciens de maintenance d'Orly par exemple sont équipés d'appareils mobiles pour savoir les tâches qu'ils ont à faire et qu'on puisse les envoyer en mission sans qu'ils repassent par le PC, parce que mine de rien on en fait des kilomètres dans les aéroports. Et donc on voit une grande partie des applications métiers qui sont des applications col bleu, ce qu'on appelle col bleu. Après, il y a des applications beaucoup plus type col blanc. De plus en plus, on a la bourse de l'immobilier qui vient d'annoncer qu'ils équipaient tous leurs commerciaux de Windows Phone. Ils ont des applications, typiquement pour aller calculer, que ce soit pour voir ce qu'ils ont au catalogue des offres des maisons, par exemple, qui veulent louer ou vendre. Ils ont des choses qui leur permettent de faire du reporting, d'interagir avec leur back-end quand on parle du commercial en lui-même. Ils ont des applis pour faire les états des lieux, ils ont des applis. Donc même dans le métier un peu plus col blanc, on a des applis et la dernière ligne, Veridix est arrivé, on a fait une application métier mobile pour les directeurs du groupe Orange qui, quand ils se baladent en France, peuvent vouloir voir le résultat des ventes, particulièrement les boutiques du coin, les opérations qu'ils sont en train de lancer pour fourguer tel ou tel forfait, tel ou tel mobile. Et ces gars-là, ils ont une application mobile qui leur permet de sortir, se géolocaliser, voir les agences qu'il y a dans le coin et le résultat qu'elles font. C'est un peu un truc de patron. Je ne sais pas si on voit beaucoup de développeurs amenés à faire ça, mais tout ça pour dire que les applications métiers, on en retrouve de plus en plus dans le mobile, et ça va se démocratiser de plus en plus dans l'entreprise, notamment avec tout ce qui est l'arrivée des tablettes. On a de plus en plus, parce que quand je vais parler applications mobiles, évidemment, je parlais Windows Phone, mais ça va s'appliquer à tout ce qu'on peut faire avec les tablettes aussi dans le futur, et notamment les tablettes Windows 8. On va voir de plus en plus de tablettes.
Tous les PC qui étaient des PC tactiles, vous avez peut-être vu EDF, quand ils viennent faire les diagnostics sécurité chez vous, le gars sort un gros tablette PC à l'ancienne. Ben, ça va se faire remplacer par des tablettes. Donc finalement, les problématiques des applications métiers, c'est en grande partie des problématiques d'applications mobiles. Donc finalement, c'est peut-être pas si con de vous présenter le développement mobile et d'essayer de vous fourguer un peu le développement mobile comme on peut le faire avec nos outils. Maintenant, deuxième partie, je me suis dit maintenant s'il faut les intéresser, encore une fois, n'hésitez pas à me jeter il y a un tabouret là pour celui qui est vraiment énervé et qui veut me faire taire. La deuxième partie, c'est réussir à intéresser les étudiants à l'enseignement de l'informatique, réussir à la fois trouver ce bon mélange entre leur fournir des bases qu'ils pourront réutiliser partout et en même temps leur donner un sens de qu'est-ce qui va être vraiment utile dans l'industrie. Et donc là, je vais régler mes comptes avec mes anciens profs d'info qui ne sont pas dans la salle, je crois. Mais notamment vous montrer qu'en fait on peut retrouver de manière ludique dans le mobile les mêmes problématiques de base qu'on apprend à l'école et qui sont des bonnes bases pour n'importe quel développeur, que ça soit pour développer des tests, que ça soit pour comprendre des cours d'algo, que ça soit pour comprendre des maths. Et ben toutes ces choses-là, c'est pas forcément évident quand on est étudiant. Ça, c'est un témoignage. C'est pas forcément évident quand on est étudiant de voir comment on va les appliquer dans le monde réel. Or, dans le contexte d'une application mobile dans laquelle on peut très vite arriver à un résultat, et ben, ça va pouvoir être sympa. En plus, dans la catégorie, j'intéresse les étudiants au cours. Il y a un tas de facteurs motivants dans le mobile. Le premier, c'est évidemment le jouet. Hein. On en a tous un. Il y en a plus de marques que d'autres marques que de la nôtre, mais il y en a quand même. Le fait de pouvoir jouer et développer sur un smartphone qu'on a tous les jours dans la poche, bah, ça motive. Le fun, bon, on va voir plus tard que les applications mobiles, il y a quand même un tas de trucs. Il y a du hardware, il y a des réseaux sociaux, il y a de l'interfaçage avec des couches de données. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants et reliés à des problématiques pour lesquelles il n'y a pas besoin de connaître l'entreprise pour comprendre que c'est intéressant et que c'est d'utilité publique. Puis bon, pour les plus talentueux, la gloire, la fortune, hein, les blogs high-tech sont remplis d'histoires d'applications dans lesquelles les gars sont devenus riches, mais ça arrive à 1 sur 1 million. Mais en revanche, je peux vous assurer que le secteur du mobile recrute fort. Un développeur iPhone dans la Silicon Valley, un développeur iPhone junior dans la Silicon Valley se paye dans les 60 000, entre 60 et 80 000 dollars pour un débutant à l'année. Les seniors dépassent sans problème les 100 000 dollars à l'année. Donc c'est à défaut de faire fortune sur l'application qu'on a développée le soir et le week-end, il y a un marché qui aujourd'hui est super dynamique. Et je parlais de la Silicon Valley parce que les chiffres sont un peu plus gros qu'en France, hein. Mais en France aussi, il y a énormément d'agences et de gens qui recrutent. Maintenant, prenons un truc que j'ai fait en maths, et j'ai vu j'ai vu qu'il y avait les matrices au programme de maths de BTS SEO. Donc voilà ce que j'ai fait au partiel d'algèbre linéaire. J'ai rempli, on nous demande de multiplier des matrices, après de faire des décompositions LU, des trucs comme ça. On remplit une page de chiffres sur une copie papier avec une multiplication d'une matrice 4 par 4, on se plante sur un signe et on a 0 à l'exercice. Alors que l'addition et les multiplications, qui est finalement le seul truc qu'on fait, c'est au programme de primaire, donc c'est un peu frustrant. Et je n'ai compris que l'an dernier que, en fait, les matrices, quand on s'en sert dans le milieu géométrique, ça représente des translations, des rotations et des projections et d'autres types de transformations, comme des mises à l'échelle sur des coordonnées de points dans un monde en 3D, et que ces coordonnées et ces multiplications de matrices, on s'en sert tous les jours dans les jeux vidéo, notamment pour transformer le monde qui est en 3D et qui est autour de nous, ou ce qu'on veut représenter en 3D, et le projeter à l'écran, qui est finalement une surface 2D. Et j'ai appris ça dans le monde des jeux vidéo et également dans le monde de la réalité augmentée, qui est un truc qui est assez sympa à faire et qu'on fait beaucoup avec le mobile en ce moment. On va lever le téléphone et puis regarder le monde à travers l'écran de son téléphone, en fait, en y projetant des informations. Et pour faire ces projections, on a besoin des multiplications de matrices. Mais si Monsieur Goldman, mon prof d'algèbre linéaire, m'avait expliqué ça
j'aurais sûrement été beaucoup plus motivé à valider son partiel. Bref. Donc voilà, c'est vrai, c'est des choses qu'on peut retrouver sur des cas très concrets de développement, et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse le montrer rapidement dans une application, et particulièrement dans une application mobile, ça se prête très très bien à ce type d'apprentissage. Un autre truc, comme dans toutes les écoles, on va faire un cours d'algo, et dans le cours d'algo, ce que j'ai vécu, alors en même temps ce que j'ai vécu du coup c'était il y a une dizaine d'années, mais ça a sûrement un petit peu évolué depuis. Dites-moi, j'espère que je ne vais pas me fâcher, parce que celle-là, j'ai hésité à la mettre. En cours d'algo, on va prendre dans un TP, on va prendre 4 heures pour implémenter le tri à bulles, le tri par tas, le tri par insertion, le tri machin. Et on va apprendre en sortant de l'école que le tri, finalement, jamais dans sa vie on va le recoder, parce qu'il est fourni dans tous les frameworks. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de le connaître, mais ce que j'aurais aimé faire en TP, par exemple, c'est comprendre comment je peux parcourir le graphe de Facebook pour trouver quelles sont les filles parmi les amis de mes amis qui ont liké les mêmes pages que moi. Ça, c'est un pur problème d'algo. Ça s'appelle la recherche en mode depth first, ouais, c'est ça, depth first search dans les graphes de données. Si on m'avait expliqué que l'algo des graphes, ça faisait ça, et je me suis refadé mes cours d'algo il y a un an, quand Facebook a commencé à sortir son SDK, ou Foursquare a commencé à sortir son SDK. Et aujourd'hui, dans le contexte d'application mobile, on peut aborder des problématiques d'algorithmique de façon marrante, ludique, en restant sur des objets qui sont finalement assez simples à manipuler. Par exemple, on peut s'amuser à imaginer comment résoudre le problème du voyageur de commerce, qui est un autre bon problème d'algo, en regardant par exemple sur un réseau social qui s'appelle Foursquare. Sur Foursquare, on va s'enregistrer dans les bars dans lesquels on va, au fur et à mesure qu'on y va. Foursquare vous permet donc de récupérer en temps réel où vos copains se sont enregistrés, et comment je fais pour assister à toutes les soirées en faisant le parcours le plus court. C'est le problème du voyageur de commerce, appliqué à des objets simples. On a un objet qui décrit un lieu, on a un objet qui décrit un utilisateur, on a un objet qui décrit le temps auquel il y a été, le moment auquel il a fait le check-in, et on peut faire des exercices d'algorithme, et je vais vous le montrer dans la démo, en répondant à des trucs qui sont ludiques et qui finalement arrivent à un résultat qui est plus ou moins pertinent, mais marrant, sur une application mobile. Design pattern. Tourner vers les gens qui font du BlueJ. J'ai appris en cours à implémenter le pattern MVC pour faire une calculatrice dans BlueJ. Vos étudiants ne vont pas en recoder souvent des calculatrices dans l'entreprise. En revanche, implémenter un pattern voisin qui s'appelle MVVM, donc le VM, modèle vue modèle, permettra à un designer de l'application de travailler dans l'interface et uniquement sur la partie graphique de l'interface, pendant que le développeur se concentrera sur une couche d'accès aux données et montrer comment on interface une couche d'accès aux données, par exemple aux données ouvertes de la ville de votre coin. Par exemple ici, ce serait l'open data de la mairie les couches open data de la mairie de Paris. Ça nous permet de travailler sur un certain nombre de design patterns, sur des design patterns qui sont des patterns d'abstraction par rapport à la couche de données, d'abstraction par rapport au hardware. Dans le cadre d'une application mobile, ça peut être des bridges, des factories, des adapteurs, etc. Et en même temps, travailler sur des patterns plus compliqués, type MVC, dans des cas d'application réelle, sur des projets d'application qui peuvent vous servir du coup tout au long de votre année, et en faisant ça sur un truc que les étudiants ils vont avoir tous les jours dans leur poche. Et finalement, le cours avec BlueJ et MVC, je l'avais validé. Mais je pense que j'en ai réellement compris l'intérêt quand je me suis mis à bosser dans le monde du travail avec des designers et que j'ai compris pourquoi on découpait modèle, la vue, le contrôleur. Alors, voilà, c'est que des idées comme ça que je balance, mais en faisant des applications mobiles, on a une petite application comprimée qu'on a toujours dans la poche avec un éditeur qui est un éditeur et des outils qui sont pros, et ça nous permet de toucher à tous les problèmes sans forcément rester dans le purement scolaire. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant en développant des applications mobiles et en faisant pas mal de projets avec des étudiants, avec des stagiaires, etc.
L'application mobile est quelque chose qui va fournir rapidement un résultat en se faisant dans un contexte ludique, en se coltinant des problèmes réels. C'est ça que j'ai vraiment j'ai vraiment voulu montrer dans cette présentation. Ah, j'avais oublié les tests. J'entendais parler des tests avant dans la salle pendant qu'on se préparait. Le TP de test pour moi, ça a été construire la suite de tests unitaires pour la calculatrice développée au TP précédent. J'étais à peu près sûr que j'allais valider tous mes tests parce qu'aux dernières nouvelles, je savais encore faire une addition, une multiplication, etc. en code. En revanche, je développais la suite de tests pour la couche d'accès aux données de l'open data de la ville de Paris, par exemple. Ça peut être un petit peu plus marrant. Alors, je vous dis pas qu'on va vous faire l'application qui va vous trouver les arbres remarquables dans Paris. C'est pas forcément le truc le plus marrant, mais encore une fois, valider sa couche d'accès aux données et qu'il y a un truc qui est réel, dont on a compris l'intérêt dans une application mobile, faire les tests pour ça tout de suite, ça devient vachement plus intéressant. Comprendre comment on peut écrire une méthode de test, par exemple, à défaut de faire du test U, c'est un des trucs que vous allez faire, comment vous allez faire du test fonctionnel, par exemple. Et ça, d'ailleurs, au passage, les tests fonctionnels, on parle beaucoup de tests unitaires parce que c'est un truc qu'on génère très bien tout seul dans Visual Studio. Les tests fonctionnels, c'est aussi vachement, vachement important. Particulièrement, il y a beaucoup de développeurs qui vont être amenés à développer ce qu'on appelle des API, donc les interfaces sur lesquelles d'autres développeurs vont se brancher. Et là où les tests unitaires vont permettre de valider que l'API elle fonctionne, les tests fonctionnels vont vous permettre de valider que l'API elle est gaulée correctement. Quand on sait que chez Microsoft, il y a environ un développeur pour 3 testeurs, je peux vous assurer que les développeurs en test sont vachement plus forts en fonctionnel dans le produit que les développeurs eux-mêmes. Donc il y a vraiment des trucs intéressants à faire dans ce domaine-là aussi. Enfin bon, bref. Ah oui, j'en avais mis des exemples, j'étais en forme hier soir. Cours d'optimisation, je ne sais pas si vous touchez un petit peu à l'optimisation. Donc ce qu'on m'avait fait faire en cours, tout ça c'est des exemples de la vie réelle. On avait pris un assembleur dans un environnement qui s'appelle VLSI, qui est un simulateur de microprocesseur, et dedans on nous avait fait implémenter un filtre de Deriche, qui est un filtre de détection de contours dans le traitement d'image, en utilisant les différentes unités arithmétiques et logiques du microprocesseur pour au final réduire le nombre de cycles CPU, et à la fin on avait une note en fonction du cycle CPU, du nombre de cycles CPU qu'on avait utilisé dans le TP. Alors pareil, ça c'est bien, mais ça va n'intéresser que les développeurs qui vont faire du compilateur, et c'est 1% même pas, de la masse des développeurs dans le monde. En revanche, si on m'avait expliqué avec des outils graphiques comment optimiser le filtre de lissage des données qu'on récupère avec l'accéléromètre du téléphone ou du gyroscope pour par exemple obtenir un suivi de position précis en termes d'accélération et de position en 3D du téléphone dans l'espace, j'en aurais peut-être vu l'intérêt, et particulièrement je me suis refadé tous mes cours d'algo et d'optimisation sur les filtres quand il a fallu que je développe une application qu'on colle à une moto et qui va nous servir pour, quand on va sur circuit, détecter un peu ce qui se passe, faire de la télémétrie avec un téléphone, en fait, la télémétrie du pauvre, étant donné que sur circuit, il n'y a pas grand monde qui peut se payer des outils de télémétrie comme on voit sur le MotoGP. Donc finalement, tous ces trucs-là, voilà, encore une fois, on retrouve un cas d'utilisation d'un cours qui est à la fois théorique et à la fois précis, sans être voilà, qui est intéressant, quoi. Le problème des filtres de lissage, pas avoir de décalage, c'est un... Enfin bon, bref. Et enfin, tout ça c'est bien. Maintenant, ça c'était pour la partie enseignement. Il y a la partie qu'est-ce qu'on a appris et est-on devenu un meilleur développeur quand on a fini une application mobile par rapport à une application métier ou un truc comme ça. Et finalement, donc là du coup, j'ai réfléchi avec les gens qui font des applications mobiles dans la communauté. On était en chat hier soir sur Facebook. On était avec Jérôme, mon stagiaire, qui est dans le fond et qui fait des applications mobiles aussi, des tablettes. Et on s'est dit, qu'est-ce que j'aurais retenu quand j'aurais fini une application mobile? Alors j'aurais saisi l'importance de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire éviter de concevoir les applications métiers à l'ancienne avec plein de cases partout, plein de champs partout sur un écran qui fait cette taille-là. J'aurais compris l'importance de l'affordance, cette capacité que l'application a à être naturellement et facilement utilisable. J'aurais appris à travailler avec les différents métiers de l'équipe, notamment le designer, notamment l'intégrateur, qui est aussi un métier qui se paye très très cher aujourd'hui et dont on manque cruellement, particulièrement dans le monde mobile.
j'aurais appris à pas forcément négliger la plateforme sur laquelle je travaille. On a été pendant longtemps dans une informatique de gosse de riche, dans laquelle on nous a expliqué que ne vous inquiétez pas, le garbage collector s'occupera de la mémoire pour vous. Il y a aussi un garbage collector sur le téléphone, mais la vérité c'est qu'il faut comprendre comment il fonctionne si on veut être un bon développeur. À comprendre aussi le matériel, pourquoi l'accéléromètre il fonctionne à une certaine vitesse, à 50 fois par seconde, alors que le GPS c'est plus lent. Comprendre l'impact de son code sur les performances, sur un téléphone mobile qui a un petit microprocesseur, c'est hyper visible. Votre animation, si elle n'est pas fluide, tout de suite ça se voit parce qu'elle ne suit plus le pouce, quoi. On aura pu toucher du doigt le cloud. Cette formulation est presque lyrique parce que finalement, toute application mobile à un moment ou à un autre va s'interfacer avec du service web. On aura, et particulièrement quand on fait une application grand public, on place le développeur face à des responsabilités assez importantes dans la mesure où une fois qu'on a publié une application sur le store, on a le feedback de l'utilisateur en direct. Alors, je ne sais pas si vous avez un iPhone ou un Windows Phone ou un Android, allez vous balader sur les commentaires qu'il y a sous les applications. Des fois, c'est pas piquer des verres, quoi. C'est nul, le développeur aurait mieux fait de se mettre à la couture. On se remet en cause quand on voit les feedbacks qu'on a sur les applications. Et mine de rien, mettre le développeur face à la responsabilité qu'il a pour ses utilisateurs, c'est vachement important. On aura appris à penser cross-platform. Comment on va faire quand on va vouloir faire une application dont on voudra réutiliser des bouts sur iPhone, sur Android, sur Windows Phone, et ainsi de suite, parce que naturellement, le marché mobile est fragmenté. Ne serait-ce que parce qu'on va vouloir faire une application, si vous voulez rester dans la galaxie Microsoft, entre Windows Phone et Windows 8, il y a un certain nombre de trucs auxquels il faut penser si on veut pouvoir réutiliser le code. Par ailleurs, quand on fait une application mobile et qu'on la met sur un store, naturellement, on touche du doigt les problématiques business. Comment on va faire de l'argent avec ? Est-ce que ça va être par la pub? Est-ce que ça va être un modèle freemium, etc. Comment on va faire le marketing autour de cette application? Est-ce qu'on fait un site web qui est associé? Comment on fait le support? Comment on fait le lancement, etc. On va se familiariser avec un autre problème dont on m'avait jamais parlé à l'école, qui était la cohabitation entre les différents langages. Dans un monde idéal, on fait tout dans l'application avec le même langage. La vérité, c'est que très souvent, on va se retrouver avec un bout de l'application qui a un historique en C++, qu'on va interfacer avec un bout de l'application qui est en C#. Et comme il fallait faire un bout mobile, on a aussi fait une WebView qui est générée par de l'ASP.NET sur lequel on a un peu de JavaScript. Et on se retrouve dans un environnement multilangage. Et l'application mobile, elle est capable de compresser tout ça dans un petit scénario qui est simple à prendre en compte, simple à comprendre. Et dernier point, et le plus important, qui est le plus grand défaut des développeurs, on va apprendre à livrer. Parce qu'il y a un moment, l'application, on la publie, elle passe une certification, et ça, c'est le moment ultime du développeur qui est « je ne suis pas satisfait avec mon code, mais il y a un moment ou un autre, il faut bien que je rende quelque chose ». Tous les développeurs vont avoir tendance à repousser la date de livraison du software, et c'est comme ça qu'on arrive dans des chaos reports du monde informatique à voir que 90% des projets d'informatique boivent le bouillon et ne sont pas livrés à l'heure. Mais apprendre à livrer, à patcher, à faire évoluer une application rapidement en ayant un feedback direct sur un store d'applications mobiles, c'est aussi un truc super important quand on est développeur. Parce que finalement, être développeur, c'est pas juste être un programmeur et être capable de transcrire en code un bon algo, c'est connaître toutes ces problématiques de savoir comment je travaille avec mes compères, avec les designers, comment je livre du code, comment je le teste, et ainsi de suite. Donc ça va plus loin que juste qu'on apprend en général en cours d'info, qui est la programmation, en tout cas ce qu'on a appris, ce que moi je voyais qu'on apprenait avec mes copains quand on était en cours d'info dans les différentes écoles. Maintenant, c'était mon réquisitoire sur l'intérêt du mobile sur la partie phone. On va parler et on est dans les temps, tout va bien, on va donc parler maintenant un petit peu des outils. Je vais vous emmener dans les outils Windows Phone, comment on fait une application. Je vais essayer de vous remontrer toute cette théorie, le mettre en pratique dans une application mobile. Et qui sait, peut-être même qu'à la fin, vous aurez envie d'aller acheter un Windows Phone. Ça m'arrange. On en parle après. Donc, on sort de PowerPoint et on passe dans Visual Studio. Alors, je vous fais la démonstration sur une petite application que j'ai déjà... on va faire la démonstration en deux parties. D'abord, je vous montre comment se passe la base, comment on fabrique from scratch une application. Et après, je vous emmène sur plus concrètement une application que je suis en train de développer sur le réseau social qui s'appelle Foursquare et qui va nous permettre de recoller avec les problèmes de design pattern, d'algo,
de testabilité éventuellement, etc. Donc, avant ça, je vais vous faire découvrir les outils from scratch, histoire de ne pas vous embrouiller avec le code. Parce qu'il y en a quand même un petit peu dans cette application exemple. Donc, quand on arrive dans Visual Studio, on se retrouve dans cet outil de développement dont vous avez eu la présentation juste avant, d'après ce que j'ai compris, qui est le même, hein, qu'on fasse des projets Windows ou des projets Windows Phone ou des projets de serveur, etc. C'est-à-dire quand on va aller faire fichier nouveau projet, bon, le dernier truc que j'ai fait était en Python, bon, on va aller dans du C#, hein, donc conférence Microsoft, vous voyez, ici, dans le... Je vais démarrer un petit outil parce que l'écran n'est pas forcément hyper grand. Je ne sais pas si au fond de la salle on voit correctement. Si, ça va. Ah oui, il y a des... Ouais, ok, bon, donc ça va. Je vais quand même le faire. On va faire un truc. Hop. 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 Ou alors, je l'ai peut-être déjà. Non, je l'ai pas. Hop. 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 Voilà. Alors ici, voilà, c'est bien. Quand vous faites un nouveau projet, vous voyez qu'on va retrouver vraiment tous les types de développement qu'on peut faire avec Visual Studio. Donc vraiment, toute la plateforme Microsoft, elle est là. Et au milieu, il y a des choses pour Windows Phone. Ici, notamment, on a Silverlight pour Windows Phone. Et un peu plus bas, on a un autre truc qui s'appelle Xana, qui est fait pour faire du développement de jeu. Alors si on a un petit peu de temps à la fin, je vous montre aussi les bases de comment on conçoit le développement de jeu, parce que je suis sûr que vous avez un tas d'étudiants qui sont intéressés par le sujet. Je ne sais pas si vous avez le temps d'aborder ça en cours. Ouais, un peu. Ouais, je vous montre alors à la fin. Non. Oui, vous l'abordez un peu? La boucle, tout ce qui est boucle game loop et compagnie. Ouais, on essaye de caser une petite démo de ça à la fin alors. Et donc ici, quand on va dans Silverlight pour Windows Phone, on a un certain nombre d'applications. On va partir avec l'application de base, celle qui a une page blanche. Et donc, ben là, premier truc, il me demande quelle version du kit de développement je veux cibler. De la même manière qu'on a des API level dans le développement Android ou qu'on a certaines API dans le développement iOS qui sont disponibles que dans certaines versions de l'OS. Ici, on va avoir certaines versions d'OS, donc on va prendre 7.1, allons-y. Et donc automatiquement, il va m'emmener dans ma solution, mon conteneur de projet, dans laquelle j'ai mon fichier avec mes fichiers avec mon code source. Et ce qu'on va retrouver ici, c'est un pattern qui est classique dans le développement Microsoft et particulièrement dans le développement d'interface, qui est un truc qui est une description d'interface dans un langage qui s'appelle le XAML, qui est le même qu'on retrouve en WPF, qui est le même qu'on retrouve en WinRT avec Windows 8, qui est le même qu'on retrouve en Silverlight, qui a beaucoup servi à faire des applications métiers ces 3 dernières années. On le retrouve dans Windows Phone. On va retrouver ici la toolbox avec tous les contrôles qu'on peut insérer dans une application, les images, les boutons, les textbox, les textblocks, etc. On va faire une petite application Hello World. Donc on va rajouter un bouton et on va se rajouter un text block. Évidemment, quand on clique sur le bouton, on va faire changer le text block. Alors évidemment, on peut aller changer ici les propriétés du text block pour dire par exemple comment on va formater le texte et ainsi de suite. On va pouvoir aller y changer le nom, y changer la propriété, hop, le texte. On peut également ouvrir ça directement dans le XAML, par exemple, pour en changer ce qu'on met dedans. On va rien mettre au début. Et lui, content, on va mettre click. Voilà. Donc on peut éditer une interface d'application mobile comme on le ferait sur tout le reste de la plateforme Microsoft en termes de couches de présentation. C'est par ailleurs un modèle qui est assez similaire à d'autres développements dans d'autres plateformes mobiles, où on va retrouver à chaque fois la séparation entre la description de l'interface, qui va se faire par exemple en XML sur Android, et le code métier, qui sur Android se fait en Java, chez nous se fait en C# ou VB.NET, bref. Voilà, donc on retrouve vraiment des trucs assez similaires. Et par exemple, si je double-clique sur le bouton, bah, automatiquement, il va m'ouvrir la page dans laquelle j'ai le code à écrire. Et on va pouvoir aller, par exemple, changer le texte du text block.
Voilà. En changeant son attribut texte. Alors on verra, quand je vous parlerai de design pattern de MVVM dans l'application suivante, que écrire du code fonctionnel dans des choses qui sont censées s'occuper de l'interface graphique, c'est pas nécessairement une bonne idée, pas forcément un bon pattern, donc ça c'est vraiment juste pour la démo. Mais voilà, on se retrouve dans un environnement dans lequel finalement on code avec un langage objet, c'est des outils classiques. On va se retrouver par ailleurs avec des fonctionnalités de débugage qui sont elles aussi tout à fait classiques. Par exemple, ici, j'ai collé un breakpoint. Est-ce que j'ai un émulateur de démarrer? Non. Et ici, je vais pouvoir choisir où je déploie mon application. Parce que autant quand on fait une application WPF classique, métier, on développe directement sur le PC et c'est facile. Autant avec le téléphone, on a besoin du jouet. Et on a bien conscience, croyez-le, chez Microsoft, que tout le monde n'a pas un Windows Phone. On se le rappelle tous les jours. Et du coup, on fournit avec les outils de développement la possibilité soit de débugger directement sur un téléphone connecté au port USB, soit de débugger sur un émulateur. Et en l'occurrence, on a deux versions de l'émulateur en fonction des deux types de résolution qu'on retrouve sur le marché, qui sont des téléphones avec 512 Mb de mémoire et des téléphones avec 256 Mb de mémoire. Ce qui accessoirement va permettre après d'aborder des problématiques intéressantes comme avoir conscience de la mémoire qu'on utilise et voir, si vous voulez pousser vraiment loin les concepts, avoir conscience de qu'est-ce qui se passe sur le GPU par rapport à qu'est-ce qui passe sur le CPU et comment on utilise la mémoire, à quel moment le garbage collector tourne, etc. Enfin bref, on en parlera plus tard. Alors, il faut installer le SDK Windows Phone. Effectivement, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Le SDK Windows Phone est un exécutable de 2 mégaoctets qui va vous télécharger en fait tout ce qui va bien et s'intégrer nativement à la version de Visual Studio 2010 que vous avez. C'est-à-dire, si vous n'en avez pas, il installe Visual Studio 2010 Express. Si vous en avez une, il va installer les templates, le compilo, l'émulateur, etc. dans Visual Studio, que ce soit du Pro, du Premium, de l'Ultimate, etc. Ce qui accessoirement rend le setup sur les machines des étudiants hyper simple, à partir du moment où ils ont du Windows. Ce qui n'est pas le cas de tous. Mais à partir du moment où ils ont du Windows, vous leur filez un binaire, ou mieux, vous leur dites d'aller le télécharger sur MSDN, et ça s'occupe de toute l'installation pour eux. Il n'y a pas de 10 000 dépendances à aller chercher manuellement, etc. Ça se fait vraiment tout seul. Et accessoirement, ce SDK, il est gratuit. On parlera de tout ce qui est gratuit après. Vous allez voir, tout est gratuit. Je dis ça, le chef produit Visual Studio n'est pas là. Non, ça va alors. Lui, il voudrait bien vous faire payer. Donc on va lancer le débugage. J'ai appuyé sur F5. C'est la même chose que d'appuyer sur... pourquoi il est parti là-haut, lui? Reviens. Voilà. Que d'appuyer sur débugger, qui est la petite touche qui est là. Voilà, je vais regarder sur mon écran, ça va être plus simple. Et donc automatiquement, il m'a démarré un émulateur. Alors au passage, vous avez vu la vitesse à laquelle l'émulateur il a démarré? Ça aussi c'est sympa, particulièrement quand on a fait du développement sur d'autres plateformes mobiles. Quand on voit à quel point cet émulateur il démarre vite, ça fait plaisir. Et donc normalement, voilà, j'ai cliqué, automatiquement il s'arrête en plein milieu de l'animation parce que je suis dans le thread qui s'occupe de l'interface graphique, donc l'interface graphique n'est plus mise à jour, etc. Et je me retrouve ici dans mon breakpoint dans lequel je peux aller explorer le code. Qu'est-ce que c'est que sender? Alors a priori c'est le contrôle qui m'a envoyé l'événement. Qu'est-ce que c'est que les événements qui sont associés à cet événement clic? Et ainsi de suite. Bref, je peux utiliser les fonctionnalités de débugage qu'on retrouve dans Visual Studio de la même manière dans le monde pro en développant du serveur, en développant du cloud, en développant du Windows et en développant du Windows Phone. J'ai viré le breakpoint, j'ai appuyé sur F5. Ouh, j'ai mis un label à jour. Voilà. Les bases du développement Windows Phone, vous avez vu, très très rapidement, on se retrouve dans le code, on n'a pas de spécificités particulières qui font que le projet et la méthode de développement, elle va être différente sur mobile que dans le reste du monde. En revanche, qu'on ait un Windows Phone ou pas, on peut développer, et particulièrement, vous imaginez bien que l'étudiant, si on arrive à lui mettre un téléphone, un Windows Phone dans la main, il va y avoir une motivation derrière. Quand il va rentrer chez lui, il va voir son application, on espère. En tout cas, il y en a qui vont le faire. Donc voilà.
Ça, c'était l'application de base. Alors, je casse tout de suite la démonstration sur la partie jeu vidéo. Si vous voulez faire un jeu mobile, alors vous pouvez utiliser Silverlight, vous pouvez aussi utiliser une techno qui est directement issue du milieu du développement du jeu vidéo, qui est XNA. Voilà. Et donc là, dans le cadre d'un développement de jeu, vous allez vous retrouver non plus avec un formulaire, mais directement un accès au frame buffer, au pixel de l'écran, et vous allez avoir accès directement à une game loop, donc qui commence donc pas par une partie loop, elle commence par une initialisation, ici. Ensuite, vous allez ici avoir un chargement de contenu dans lequel vous allez charger tous les assets, le son, les assets graphiques, les sprites et compagnie. Et ensuite, vous allez vous retrouver dans un endroit dans lequel vous avez deux méthodes, ici, update et draw. Dans update, on fait la logique, dans draw, on fait le dessin. Et après, à vous de charger les sprites dans le load content, mettre à jour la logique du jeu dans la partie update et afficher quelque chose. En l'état actuel des choses, le jeu ne fait rien, si ce n'est un écran bleu. Puisque la seule chose qu'on fait dans la partie draw, c'est remettre le background en bleu. Donc voilà. Mais si vous faites du développement de jeu, vous voulez les familiariser à ce que c'est que le game loop, etc., on peut le faire aussi directement depuis les outils. Et au passage, la game loop, c'est justement cette boucle automatique qui va appeler en permanence update, draw, update, draw, update, draw, 30 fois par seconde ou plus, dépendant de vos plateformes. Et qui est la mécanique classique qu'on retrouve dans le développement de jeux vidéo. Et vous avez vu que c'est XNA qui tourne sur Windows Phone. XNA tourne aussi sur Windows. XNA tourne aussi sur Xbox 360. On est donc encore une fois dans une cohérence, en tout cas sur la plateforme Microsoft, sur les outils, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai appris à développer un jeu mobile, je suis équipé pour développer des jeux sur le Xbox Live Arcade. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire chez Ubisoft, mais bon, ça permet quand même de saisir quelques concepts assez rapidement avec un truc qui est quand même cross-platform. Voilà pour ce qui est de la base des outils de développement. Je vais vous montrer un tas d'autres trucs avec l'autre application dont je vous parlais. Oups, non, ça c'est Twitter. Ne démarre pas Twitter, va-t'en. Non, je ne veux pas montrer ma vie privée. Voilà. Hop. Donc on va passer dans cette application Foursquare. Donc vous voyez, je vais vous faire un petit peu le tour d'une application mobile un peu plus balèze, on va dire. Hop, on va refermer tout ça pour commencer. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a dans une application mobile classique? On va avoir l'application ici, qui se compile, qui va se compiler dans un projet pour la plateforme, dans laquelle on va retrouver notamment toutes les vues, tous les écrans de l'interface graphique. Hein. On va avoir ici dans un autre projet tout ce qui est le modèle objet, qui est séparé, ce qui va me permettre notamment de pouvoir tester mon modèle objet et ma couche d'accès aux données sans forcément avoir besoin de l'interface graphique. C'est un des autres trucs qu'on percute quand on commence à travailler avec des designers, c'est que pendant que eux changent d'avis, nous on peut continuer à tester notre code. Et on va avoir un troisième projet ici, j'ai choisi de découper mon projet avec aussi une partie abstraction de la plateforme, puisque ce que je veux, c'est pouvoir développer cette application à la fois sur Windows Phone et sur Windows 8. Et découper le projet de manière intelligente me permet de partager un maximum de code. Et ça, c'est des problématiques qu'on rencontre tous les jours en entreprise. Hein. La question de savoir comment je découpe mes projets pour pouvoir réutiliser les bouts de code indépendamment. Et donc, notamment, ce qui se passe, c'est que j'ai ici, dans les feature systems, dans mon modèle objet des systèmes features, je vais avoir un certain nombre de choses qui me sont fournis par le système, comme par exemple un système de gestion des paramètres de l'application. Les paramètres ne vont pas se gérer exactement de la même manière pour un téléphone et pour une tablette. Donc j'ai une interface ici, et ici, l'implémentation qui est spécifique à la plateforme. En l'occurrence, ce projet-là, Object Model, est un projet qui n'est pas spécifique à une plateforme, qui est un projet qui est entièrement portable. Je peux le recompiler pour Windows 8 sans changer une ligne de code. Et ici,
mon projet qui s'appelle, qui est peut-être un peu mal nommé, il s'appelle Platform Abstraction, alors que ça devrait être Platform Specialization ou Implementation. C'est mon implémentation spécifique à la plateforme. Donc pareil, là on va retrouver des design patterns sur comment on abstrait la plateforme, etc. Sur la partie modèle-objet, ici, on va retrouver, pour le réseau social aussi, un certain nombre de classes. Vous allez retrouver votre modèle, par exemple, pour dessiner le graphe de ce qu'il y a à faire. Par exemple, je vous parlais de la carte des soirées auxquelles sont les copains à un instant T. Vous allez avoir, a priori, une classe qui va décrire les utilisateurs du réseau social. Vous allez avoir une classe qui va décrire les lieux dans lesquels ils ont fait ce qu'on appelle les check-in, c'est-à-dire qu'ils se sont enregistrés sur un lieu. Vous allez avoir une classe qui gère les check-in. Vous allez avoir un agent qui va gérer la connexion au web service, et ainsi de suite. Donc vraiment, là, tout ça, c'est des problématiques qui s'utilisent dans les applications métiers, mais qu'on va aussi retrouver dans des applications grand public, fun, comme on peut faire dans la partie mobile. Et si on continue à creuser un petit peu, on va retrouver dans mon projet ici les vues, donc les différentes pages de mon application. Ça, c'est toutes les pages que je vais pouvoir afficher dans mon application. Et ici, dans mon modèle objet, c'est-à-dire les vues, elles vont être spécifiques à l'application mobile, qui tourne sur un écran 800 par 480, sur un OS de type Windows Phone, etc. Mais tout ce qui est vue modèle et modèle objet, comme vous pouvez le voir, ils sont dans la partie abstraction de la plateforme. Donc on est très concrètement sur à quoi ça sert un design pattern, ça sert à ça. Alors, MVC, l'idéal, ça serait d'avoir un tableau blanc. MVC, modèle vue contrôleur. Vous avez le contrôleur qui va se charger de piloter ce qui se passe, à la fois côté modèle, c'est-à-dire déclencher éventuellement les transferts, etc., et côté vue, c'est-à-dire pousser les mises à jour sur l'interface et éventuellement recevoir les événements de l'interface afin de pouvoir piloter le modèle. MVVM, c'est très similaire, sauf que dans MVC, en fait, les trois composantes parlent entre elles, alors que dans MVVM, idéalement, une composante ne parle que à la composante du dessous. C'est-à-dire que les vues ne parlent que aux vues modèles, les vues modèles ne parlent que au modèle, et ainsi de suite. Le vue modèle est un peu en train de remplacer le contrôleur, en fait. L'avantage de MVVM par rapport à MVC, c'est que ce sur quoi s'interface la vue, c'est directement un objet qui n'est pas votre objet métier, mais qui est l'objet métier transformé pour se brancher sur la vue. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle le binding, c'est-à-dire ce que vous voyez... je vais vous le montrer dans une page, ça va être plus simple. On va aller dans la page qui liste les amis. Hop. Je vais vous le montrer ici, par exemple. J'ai dans mon interface graphique une liste dans laquelle je vais avoir une source de données qui est une liste d'amis. Et cette liste d'amis va s'afficher en adoptant ce template-là. Donc un template, c'est juste une manière de décrire l'interface. C'est-à-dire pour chaque ami, comment je vais faire, je vais mettre l'image à gauche et ensuite je vais mettre son nom, par exemple. Et ce template lui-même, on va lui dire... Je ne l'ai pas codé, le template. Aidez-moi, je vois plus clair. Resources, si, il est là. J'étais dessus. On va lui dire à ce template que c'est une grille dans laquelle on a une image et un text bloc. Et cette image, on va la binder à l'URL qu'on doit télécharger pour afficher la photo du pote. Et le nom, pour afficher le nom de l'ami en question. Et donc vous voyez qu'ici, on se bind sur quoi? Finalement, juste sur les champs d'un modèle objet. Donc en l'occurrence ici, dans Friends View Model, vous allez avoir une liste d'amis. Et ici, dans, par exemple, la liste d'amis, c'est quoi? C'est une liste d'utilisateurs. Donc là, j'ai un peu cassé le pattern, on en parlera de ça aussi. Et dans les listes d'utilisateurs, je retrouve mon champ picture URL et mon champ name. Et donc, je retrouve finalement dans MVVM la logique qui est, à partir du moment où je me suis mis d'accord à ce sur quoi le designer devait se binder, finalement, on a juste à générer un set de données statiques avec lequel le designer peut bosser pour faire l'interface en ne manipulant que le XAML. Et le développeur, lui, peut bosser uniquement sur le C# et écrire ses tests sur le vue modèle et sur le modèle sans avoir à se soucier de qu'est-ce que fait le designer. Est-ce qu'il a mis un bouton, est-ce qu'il a mis un text bloc, comment il a fait l'ergonomie, etc. On s'en fout. À partir du moment où on est d'accord sur le vue modèle,
développeurs et designers peuvent bosser en parallèle. Ça ne veut pas dire chacun dans leur coin, puisque les interactions, elles ont toujours lieu, mais ils peuvent bosser en parallèle. Donc, en ce sens-là, voilà l'utilité du pattern MVVM, qui est un petit peu différent du coup du pattern MVVM. Ça répond à la question? Ok. Alors, ce que je peux vous montrer éventuellement, qui peut être assez utile, c'est dans les outils d'architecture de Visual Studio. On vous les a montrés, ceux-là, ou pas encore aujourd'hui? Ça déboîte. Je vais vous montrer qu'on peut générer un graphe de dépendance. Donc, les graphes qu'on retrouve dans le BlueJ dont on parle, j'en ai souffert, dont on parlait tout à l'heure, on peut générer un graphe de dépendance de l'application. Et notamment, ici, il est en train de m'expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé comme namespace dans mon application. Et à l'intérieur des namespaces, il a analysé mon code, en fait. Et donc après, je peux aller creuser à l'intérieur des namespaces pour savoir qu'est-ce que j'ai. Alors, vous voyez que, par exemple, ici, j'ai mes vues modèles, mes fonctionnalités système, mon modèle objet. On voit comment mes classes elles sont réparties, comment elles communiquent entre elles, ce qui permet accessoirement d'enseigner éventuellement quand et comment on a le droit de péter le design pattern. Ce qui est un truc qu'on apprend sur le tas et qui est pas simple, c'est que si le design pattern est une solution prouvée à un problème récurrent et donc quelque part on s'appuie sur les épaules des géants pour franciser une expression américaine en adoptant une solution qui marche partout, le fait est qu'au fur et à mesure du projet, ce design pattern, on va avoir besoin de l'adapter à nos contraintes spécifiques, à l'application qu'on est en train de développer. Et c'est à chaque fois, quand on a un développeur qui veut faire un peu propre, un cruel dilemme. Oh mon Dieu, mais je vais binder mes vues directement sur le modèle objet sans passer par le view model, donc le modèle objet n'implémentant pas inotify property change. Est-ce que si le nom de mon ami change à l'intérieur de l'application, mon interface ne sera pas notifiée, donc c'est pas bien. Mais on s'en fout parce que le nom de l'ami, on l'a téléchargé, il est statique, il bougera plus jamais. Je peux péter le pattern, c'est pas grave. Et ce choix-là, on n'apprend pas à le faire à l'école. Et c'est très très compliqué quand on arrive après dans le monde de l'entreprise. Bref, je vous raconte ma vie là, mais voilà. Pour revenir aux outils d'architecture, c'est assez sympa. Et vous pouvez creuser après à l'intérieur des outils d'architecture pour aller voir qu'est-ce que vous avez dans les différentes classes. Ici, on va retrouver, l'écran est un peu petit là, avec la résolution, mais ici, dans Friends View Model, on va retrouver les différents trucs qu'on a. On va retrouver la liste, on va retrouver les méthodes pour charger les amis, et ainsi de suite. Bref, on peut explorer toute l'architecture de son application directement dans les outils d'architecture de Visual Studio. C'est assez sympa. Voilà, c'était un petit aparté sur les outils d'architecture qui vous fournit donc quand même un graphe qui n'est pas négligeable. Je vous parlais de l'implémentation de l'algorithme du voyageur de commerce. On se dit toujours, pour être scolaire d'une certaine manière et pour qu'ils comprennent bien les bases, il faut des objets qui sont simples. Bon ben, si je vous emmène dans la description du modèle objet qu'on a dans cette application, on a ici un bout de code qui décrit... Voilà, j'ai mon IntelliSense au milieu là. Voilà. On a ici un bout de code qui décrit un lieu dans le monde réel, hein, un bar, un resto, un truc comme ça, dans lequel on va retrouver quoi? Un identifiant unique, un nom, une latitude, une longitude, éventuellement une distance, un nombre de personnes qui sont déjà dans ce restaurant, etc. On va retrouver ici un utilisateur, le modèle utilisateur dans lequel, encore une fois, on va retrouver un identifiant, un nom, une image, et ainsi de suite. Bref, on retrouve un modèle objet qui est finalement issu du monde réel, sur un truc qui est très concret et qui parle aux étudiants, et qui est pour autant pas compliqué à manipuler, quoi. C'est pas plus compliqué que le modèle dépourvu de toute logique fonctionnelle qu'on peut retrouver dans certains cours, où quand on apprenait les design patterns, on apprenait que modèle s'appelait modèle, observer s'appelait observer, et ainsi de suite. Enfin, alors que dans la vie, on a plutôt tendance à les appeler par la fonction qu'ils ont vraiment. Enfin bon, bref, ça c'est un autre problème. Donc voilà, on peut manipuler les objets de manière très très simple. Et donc s'il s'agit d'implémenter le problème de voyageurs de commerce, bah, c'est pas excessivement compliqué de le faire. Il suffit à la limite de leur fournir la fonction trigo qui transforme qui calcule la distance entre deux coordonnées GPS. Voire vous pouvez leur faire ou tolérer l'approximation et considérer que la Terre est plate. Sur la géographie parisienne, on a le droit de se permettre ce genre de choses. Bref. Donc c'est vraiment facile d'aller implémenter de l'algo là-dessus. Il est 11h50,
On va avancer un petit peu. Qu'est-ce que j'aurais voulu vous montrer d'autre? Ceci étant dit, je vous ai montré la majorité de ce que je voulais. Si, on a parlé optimisation tout à l'heure. Dans les outils Windows Phone, il y a un truc qui est pas mal. Alors je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire, mais c'est pour les besoins de la démo. Je vais lancer une analyse de performance en mode debug dans un émulateur. Alors qu'une analyse de performance, on a plutôt tendance à la lancer en mode release sur un vrai téléphone pour coller à la réalité. Bref, ici, non, hop, c'est là, pardon. On peut faire un démarrer une analyse de performance de Windows Phone, dire ben oui, alors monitorer soit l'exécution, c'est-à-dire en gros toutes les fonctions qu'on appelle, combien de temps CPU elles prennent, etc. Soit analyser l'occupation de la mémoire, quand est-ce qu'on fait des allocations, quand est-ce que le garbage collector démarre, et ainsi de suite. Vous pouvez ensuite lancer l'application qui va se démarrer sur l'émulateur. Ouais, bon, ça, on va passer rapidement. Hop, on n'en a pas besoin. Et après, on va pouvoir aller charger la liste des amis. Voilà, ça c'est les données en temps réel du monde d'Internet. On peut faire scroller un peu la liste. Alors évidemment, vu qu'il y a une instrumentation du code qui tourne en même temps, c'est un petit peu plus long. Une fois qu'on a fini, on fait stop profiling. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter de collecter les données, télécharger toutes les données qui ont été collectées avec du code instrumenté dans l'émulateur, analyser ces données et nous fournir des graphes. Hop, voilà le graphe en temps réel de l'exécution de mon application, avec le comptage du framerate, l'usage du CPU. Sachant que l'usage du CPU, on peut voir ici qui nous détaille qu'en vert, c'est le temps CPU pris par l'interface utilisateur, en gris, pris par le système, en bleu, pris par l'application, et ainsi de suite. Donc notamment ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un framerate qui est très bas et un temps d'utilisation sur le thread UI qui est assez important. Et donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner cette période. Alors là, il nous donne automatiquement une analyse. Bon, on peut s'y attarder ou pas. A priori, il nous dit que on dirait bien que vous avez un framerate qui est pourri parce que vous avez et parce qu'il est très complexe de rendre l'interface graphique que vous avez fait. La vérité, c'est que si on creuse un petit peu, on peut aller voir les différents trucs et notamment les fonctions qui ont pris du temps. Hop, alors, je suis désolé, on a une résolution qui est un peu bizarre. Et on peut aller analyser, ainsi de suite. Qu'est-ce qui tourne dans les threads managés? Qu'est-ce qui tourne dans les threads natifs? Qu'est-ce qu'on a qui consomme du temps? Donc ici, notamment, on a la désérialisation de données et ainsi de suite. Donc on peut commencer à analyser. Hop, c'est peut-être par là que ça serait plus intéressant d'y aller. Voilà. Vous voyez que le thread est mieux par là. Vous avez le UI thread qui tourne 60,92% du temps. Bon. Et ainsi de suite. Vous voyez les différents appels de fonctions, qu'est-ce qui a pris du temps. Bref. Vous avez quand même un certain nombre d'outils d'analyse de performance qui sont sympas. Peut-être c'est pas les outils qu'on aura pour instrumenter le code, pour comprendre le nombre de cycles CPU qu'on utilise dans le filtre de Deriche, mais ça fournit quand même une analyse graphique de problèmes réels qui est pas inintéressante. Le dernier truc que je voulais vous montrer, on parlait de tests. Je vais fermer ça. Je vais aller chercher mon projet d'application ici. On parlait de tests et d'apprendre à livrer du code, et notamment apprendre à livrer une application. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir directement le test kit. Le test kit de nos testeurs, ceux qui font la validation des applications sur notre store d'applications qui s'appelle Marketplace, est intégré à l'outil de développement. Et donc vous pouvez aller voir directement, en plus des tests que vous allez générer, parce qu'il n'y a que les développeurs, il n'y a que les testeurs qui bossent avec vos développeurs qui peuvent les générer, qui sont les tests UI, les tests fonctionnels de votre couche de données, etc. Vous avez un certain nombre de tests automatisés qui sont tournés pendant la certification et qui valident que votre application est entre guillemets digne d'aller sur le store. Il y a un certain nombre de tests qui sont automatisés, un certain nombre de tests qui sont faits par les humains. Et ces tests-là, vous pouvez les faire tourner directement depuis l'outil Visual Studio. Vous avez un certain nombre de tests automatiques, comme valider l'archive que vous générez, que vous allez envoyer à Marketplace, valider l'iconographie de votre application, et ainsi de suite. Vous avez des tests qui sont monitorés, c'est-à-dire qui sont faits par un humain et qui mesurent, par exemple, vous lancez l'application, combien de temps elle prend,
Vous jouez avec l'application, combien de mémoire elle consomme, est-ce qu'elle doit jamais dépasser un certain seuil de mémoire, et ainsi de suite. Tous ces tests-là qui sont faits par nos testeurs, par Marketplace, vous pouvez les faire dans l'outil de dev. Et c'est pas mal de sensibiliser, de sensibiliser les développeurs à ça. Et vous avez un plan de test à l'ancienne. Ceux-là, on les fait toujours, qui est quasiment une feuille Excel, dans laquelle, par exemple ici, on a ce que doit faire un humain. Alors, lancer l'application, tester les fonctionnalités de l'application, en testant la fonctionnalité, vérifier que l'application ne rame pas pendant plus de 3 secondes, et ainsi de suite. Et à la fin, vous pouvez cliquer, est-ce que j'ai passé, est-ce que j'ai pas passé, et ainsi de suite. Plan de test manuel, que vous avez dans Test Manager de Visual Studio. Ici, vous l'avez directement intégré à l'outil Windows Phone. Et c'est ce qui se passe vraiment dans la vie réelle chez les testeurs sur Marketplace. Donc ça peut être intéressant de leur montrer ça aussi. Oui. Non, il a des performances qui sont, à part l'utilisation de la mémoire qu'on capte, il a les performances qui sont liées à votre PC, puisqu'on utilise l'accélération hardware du PC, ce qui fait qu'il vaut mieux, au final, quand on est un développeur, toujours tester sur un vrai téléphone. Voilà. Ce qui me fournit, ceci dit, une excellente transition vers la fin de la présentation. Parce que je vois qu'il est 56. Hop. Ouais, c'est ça. Il y avait un slide caché. Qui est, tout ça c'est bien, mais c'est quand même lié à un certain nombre de contraintes du monde réel, le développement mobile, notamment l'accès au téléphone, l'accès au marketplace, etc. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe académique et d'une manière générale les équipes chez Microsoft France et Nokia, puisque c'est nos meilleurs amis depuis un an, Nokia, hein, dans le milieu du mobile, peuvent vous prêter, voire vous donner des téléphones. Donc on peut vous aider à vous équiper pour avoir des téléphones dans les salles de TP. C'est pas un souci, appelez-nous, on fait marcher le truc, on s'arrange. Pour tout ce qui est accès à l'App Hub, qui est le back-end développeur auquel on accède quand on veut publier une application sur le store, qui est assez similaire finalement d'ailleurs à d'autres qu'on a chez les concurrents. Il faut savoir que normalement il y a un coût qui est de 100$ par an pour pouvoir publier des applications sur le store, qui est le coût qu'on retrouve de façon classique chez Apple, un peu moins cher chez Google. Il faut savoir que pour tous les étudiants et tous ceux qui nous appellent finalement, parce qu'on a des tokens, c'est gratuit. Étudiant, c'est gratuit de base, hein. Il s'enregistre en tant qu'étudiant et c'est gratuit. Donc le coût pour publier une application sur Marketplace et la faire valider et éventuellement gagner de l'argent dessus après ou pas, est nul. Le coût pour s'inscrire, hein, le coût de gagner de l'argent, c'est pas nul. On a également des supports de cours, des TP, des tutoriels, on en a foison. Si vous voulez regarder ce qu'on a, on a des templates d'applications. Typiquement, si le coût du graphe Facebook, ça vous intéresse, on a des templates d'applications Facebook. Si le coût de l'open data, ça vous intéresse, on a des templates pour s'interfacer avec des kits open data et ainsi de suite. Et vous le savez, l'équipe AK, elle vous l'a sûrement rappelé ou elle vous le rappellera ce soir en fermeture du colloque. Il y a des journées de formation, ce qu'on appelle des Train the Trainer, qui sont organisées régulièrement chez Microsoft France. On en fait sur le développement d'applications mobiles tous les ans. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec nous. On est vraiment là. Notre job, à toute la division dont je fais partie, qui s'appelle la division plateforme écosystème, c'est de vous aider à faire ce que vous voulez avec vos étudiants. Et si vous avez besoin de nos outils, il faut qu'on soit l'huile dans votre engrenage. Voilà, c'est beau ça. Finir un peu sur du lyrique. Il y a une autre session sur le sujet, si ça vous intéresse de creuser ou d'aborder le sujet de l'enseignement des technophones, qui a été faite au Tech Days et qui est aussi une mine d'informations que je vous ai mis dans les slides, et vous aurez les slides à la fin de la journée ou même maintenant. Enfin, je pourrais les publier sur mon blog et ainsi de suite. Qui dispose donc d'un webcast et de slides, notamment dans lequel il rentre un petit peu plus en détail sur le matériel qu'on fournit pour les TP, les TD, etc. Sur ce, il me reste à vous remercier et à ouvrir la scène aux questions, récriminations et autres trucs en sion. Ouais.
Oui, oui, oui. Il est un peu moins compliqué que celui que j'ai là, mais oui, on a des templates types. Je peux vous montrer éventuellement. Hop, dans Visual Studio. En fait, c'est la liste des applications. Voilà, la liste des applications que vous avez là, c'est une liste. Vous voyez, vous avez application qui est vide, c'est celle dont je suis parti pour vous faire la démo Hello World. Mais ici, vous avez une Windows Phone Data Bound Application, par exemple, qui implémente, vous fournit directement les classes d'implémentation du pattern MVVM, et ainsi de suite. Si vous voulez faire un truc qui est portable, il faut aller le chercher. Hop, le plus simple, c'est d'utiliser ça. Vous avez ici un truc qui s'appelle Portable Class Library Project, qui est un projet de librairie qui va être multi-target en fait. C'est-à-dire qu'il va être en mesure de targeter à la fois Windows Phone, Windows 8, Xbox 360 et ainsi de suite. Ouais, pas de problème. Ouais, oui. Oui, oui. Alors, vous avez la méthode pour faire des threads dans Windows Phone. Il y a la manière classique telle qu'on a appris à le faire. Moi, j'avais appris à le faire sous Unix. C'était qui est de démarrer un nouveau thread, écrire un bout de code qu'on va injecter qu'on va fournir à un objet qui s'appellera un thread ou une structure en l'occurrence sous Unix et appeler la méthode start ou une fonction start en passant en paramètre ce bout de code pour qu'il se démarre dans un thread séparé. Vous avez également un truc qui s'appelle le thread pool, qui est un pool en fait d'unités d'exécution qui est déjà démarré pour vous et auquel vous pouvez vous fournir du code tout fait en lui disant en mode fire and forget. C'est exécute-moi ce code et rappelle-moi ou pas, dépendant après si vous implémentez des événements. Vous avez une logique de background worker aussi qui vous permet de déléguer du code en background avec des événements que vous êtes sûr qu'ils vont péter, c'est-à-dire on va vous démarrer un événement quand le travail démarre, un événement quand le travail finit, etc., indépendamment des événements que vous pouvez implémenter vous-même. Éventuellement, vous pouvez du coup implémenter une logique de barre de progression en utilisant ça, avec une méthode qui s'appelle report progress. Bref, vous avez un certain nombre de primitives qui sont... Ces primitives-là, c'est dans l'espace de nommage system.threading qu'on retrouve à travers tous les frameworks, toutes les déclinaisons du framework.NET. Mais oui, on vous facilite bien le travail là-dessus. Hmm. Ouais. Ouais. Alors, ouais. Alors, je vais rouvrir la solution en direct. Ouais. 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 Alors, je vais vous montrer juste. Hop. C'est parallèle à ce que vous faites ici. Dans votre projet de type Portable Class Library, vous avez ici la liste des frameworks que vous ciblez. Et donc, vous pouvez choisir quelle version du framework vous ciblez, si vous voulez activer les versions Silverlight, Windows Phone et ainsi de suite. Là, on est sur un framework qui est dans le monde Microsoft, parce qu'on développe en C# ou en VB.NET et en XAML. Du coup, vous restez dans la galaxie Microsoft. Il y a d'autres frameworks qui permettent d'utiliser .NET dans du monde pas Microsoft, notamment tout ce qui est développé par l'équipe qui fait Mono, avec MonoTouch, MonoDroid pour iOS, Android, etc., mais qui ne sont pas pris en compte à cet endroit-là, donc ça ne fait pas une histoire aussi fun. L'histoire de PhoneGap se base sur HTML5. Malgré le fait que ça prenne de plus en plus de place dans l'industrie, tout ce qui est lié à HTML5, CSS3, JavaScript, etc., j'ai pas voulu le traiter ici parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que le tooling, l'outil de développement, est pas du tout au niveau de ce qu'on peut retrouver en termes dans les couples C# XAML ou Java XML avec Eclipse ou Interface Builder et Xcode avec iOS. Et du coup,
même si c'est une composante extrêmement importante du développement mobile, je me suis dit que c'était peut-être un peu tôt pour l'aborder dans le cadre d'un enseignement. Alors, à vous de me dire, je suis peut-être un peu réac, je suis peut-être un peu vieux con bloqué sur le C#, mais le fait est que, par exemple, pour PhoneGap, ce qui est génial avec PhoneGap, c'est que vous avez un type de projet PhoneGap. D'ailleurs, on le supporte, PhoneGap. Il faut installer un petit kit en plus, mais vous pouvez faire nouvel fichier, nouveau projet, nouvelle application PhoneGap, et développer en HTML5 et CSS3 dans Visual Studio, et après générer ce même package pour iOS, pour Android, etc. Mais vous vous retrouvez dans un milieu dans lequel tout est encore extrêmement expérimental, et vous essuyez pas mal les plâtres. C'est-à-dire que typiquement, je vais vous raconter un problème qu'on a eu dans l'équipe quand on s'est mis à faire du PhoneGap. La première adaptation de PhoneGap sur Windows Phone, ils n'avaient pas géré la localisation des nombres flottants. C'est-à-dire que, et ouais, et ça c'est un truc classique dans le milieu du mobile, tout le monde se les fait un jour ou un autre. On appelle un web service qui code les nombres flottants en séparant la partie entière de la partie décimale par un point. Nous, dans notre interface, notre téléphone il est localisé, il est en français, il remonte une virgule. Quand vous essayez d'uploader ça à un web service ou quand vous essayez de parser un web service pour récupérer un flottant à partir d'un nombre qui est créé avec un point, ça pète. On ne savait pas pourquoi ça pétait et on a mis 3 heures à trouver que le bug il était dans un bout du framework PhoneGap parce qu'ils n'avaient pas géré ce cas d'utilisation là. Et on a vraiment ce problème-là avec le HTML5, c'est que tout le monde sent que on y est là, ça fourmille, ça vient, c'est un truc, on va pouvoir en faire, mais en attendant le tooling n'est pas là. L'autre truc, c'est, et quelque part c'est un troll, mais je le balance quand même, je suis pas convaincu que JavaScript soit le meilleur langage pour apprendre la programmation aux étudiants. Parce que c'est un langage qui est extrêmement complexe et avec lequel il est extrêmement facile de se tirer une énorme balle dans le pied. Le concept d'héritage de prototype qu'on trouve en JavaScript n'est pas forcément un truc que vous avez le temps de couvrir dans les cours classiques sur l'orienté objet, etc. JavaScript, c'est très simple de faire du fonctionnel, c'est très simple de faire de l'objet, c'est un langage qui est dynamique et donc pas fortement typé. Donc, il y a un tas de trucs dans JavaScript qui le rendent pas forcément... un jour ou l'autre, on l'enseignera à l'école, mais je ne sais pas comment. Il a... si, on peut le voir aussi comme ça. Maintenant, bon, ouais, il est extrêmement intéressant. J'adore faire du JavaScript, mais ouais. Et en fait, c'est hyper. En fait, c'est pas ça. C'est hyper facile d'arriver à un résultat en étant très très sale et sans comprendre pourquoi en JavaScript. C'est ça que j'aime pas finalement. C'est qu'on a fait toute une formation JavaScript avec les collègues sur le campus. Là, on était avec 250 développeurs et on s'est rendu compte quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient entendre. Ils nous ont tous demandé du jQuery, alors que et on a compris qu'un tas de développeurs savaient développer en jQuery, donc il y a un framework JavaScript, sans comprendre les fondamentaux du langage JavaScript. Et dès qu'il fallait qu'ils développent un truc à côté du framework, ça devenait n'importe quoi. Et c'était des développeurs qu'on trouve tous les jours en web agency, qui sont sortis de l'école depuis longtemps, qui ont de l'expérience, ainsi de suite. Donc c'est quand même... Et c'est un peu ça qui m'a freiné quand il a fallu parler d'enseignement des technomobiles. Je me suis demandé, sincèrement, est-ce que je leur parle de HTML5, JavaScript ou pas, et je me suis dit... Ouais. Ouais. Alors, c'est une question qu'on a tous. On a une session là-dessus au TechDesk. Je voyais Marine qui me fait signe parce qu'il est midi 10. Mais on a une session spécialisée là-dessus au TechDesk qui s'appelle HTML5 dans le monde mobile, dans lequel c'est pas des pros Microsoft qui parlent, vous verrez. Mais on observe quand on adopte une technologie web que le coût du développement d'une application est environ une fois une application complètement cross-platform et environ le coût de développement de une application et 1,5 application qui est plateforme spécifique.
Du coup, si vous voulez viser 3 plateformes, ça vous coûte 2 fois moins cher de faire du HTML5 que de faire du natif. Mais ça ne s'applique qu'à, et c'était ça la conclusion de la session des Tech Devs, ça ne s'applique qu'à certains types d'applications et à un certain niveau de qualité de l'application. Si vous voulez faire un lecteur de flux RSS, ouais, pas de problème, faites-le en HTML5, ça sera plus simple pour vous. Quand vous allez avoir besoin du hardware, vous allez vous retrouver avec des frameworks de type PhoneGap et ça va vous prendre un petit peu. Il va falloir adopter ce truc-là. Et dès que vous allez vouloir profiter du look and feel de l'appli qui est spécifique au système, vous voulez profiter du style Metro dans Windows Phone ou du style iOS, et ben vous allez galérer. Alors vous pouvez réutiliser les templates jQuery mobile, mais vous verrez que la performance elle n'est pas là et ainsi de suite. Et du coup, en fait, la discussion qui s'engage avec l'entreprise systématiquement, c'est à quel niveau de qualité vous voulez arriver. Et à partir du moment où il y a un niveau, où le niveau de qualité est entre guillemets suffisamment bas, c'est un peu là le troll, où on arrive pour les fonctionnalités à avoir suffisamment haut, dépendant de comment vous abordez le verre à moitié vide ou à moitié plein, si vous pouvez faire du HTML5, c'est évident, il vaut mieux. En revanche, vous allez vous rendre compte que très très vite, on se dit « Ah ouais, mais ça va pas suffire ». Et là, il repart dans un dev spécifique. Voilà en gros la logique qu'il y a dans les lois. Bon, il faut que je conclue parce qu'il faut que vous alliez manger. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je ne me suis pas fâché avec un trop grand nombre d'entre vous. J'espère que c'était j'espère que c'était intéressant. J'ai mes coordonnées. Si l'équipe académique vous fournira mes coordonnées si besoin. Hop, elles sont là en bas. Parce que je suis descendu du bureau sans mes cartes. Mais je pourrai aller les chercher à l'occasion de la journée. Et je vous laisse aller vous sustenter et n'hésitez pas à venir discuter entre nous en attendant pendant que je démonte le PC et tout ça. Voilà, merci beaucoup.